Aujourd'hui, on explore la mythologie du légendaire studio Ghibli. Mais est-ce qu'on dit Ghibli ou Ghibli? C'est une question qui n'a pas vraiment de bonne réponse. Ça dépend de votre point de vue. C'est-à-dire que Ghibli vient d'un vent libyen qu'en français on appelle le sirocco. Mais le mot Ghibli, c'est le mot en italien qui vient de l'arabe pour désigner ce vent très chaud du désert. Donc, en arabe et en italien, on le prononce avec quelque chose de plus proche du gi. Sauf qu'en japonais, on va avoir utilisé la prononciation ji. Parce qu'on ne désigne pas seulement le vent chaud de la Libye, mais on parle aussi de l'avion italien qui servait d'éclaireur. C'était un bombardier utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et comme on le sait, Miyazaki, qui est un des cofondateurs des studios Ghibli, était fasciné par les avions. Donc, il avait adopté le nom de cet avion, qu'en japonais on prononçait Ghibli, parce qu'on voulait signaler qu'on était dans le vent du changement, qu'on amenait le changement dans l'animation. Donc, c'est pourquoi en japonais, on prononce Ghibli. Donc, si vous prononcez Ghibli, vous êtes plus proche de la prononciation italienne de ce mot, de cet avion également. Mais si vous prononcez Ghibli, vous êtes exactement comment on le prononce au Japon. Donc vraiment, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse ici. Les studios Ghibli ont été fondés en 1985 par deux personnes qui s'étaient rencontrées dans le studio d'animation Toei, qui sont très connus aujourd'hui, qui sont devenus des maîtres de l'animation japonaise. Bien sûr, il y a Miyazaki Hayao, qu'on connaît encore parce qu'il continue de faire des films, mais il y a eu aussi Takahata Isao, très connu aussi. C'était à la fois un mentor pour Miyazaki, mais aussi un compétiteur. Donc tout le long, leurs films vont un peu se répondre dans le studio qu'ils vont créer ensemble. Va se joindre ensuite à ce studio Suzuki Toshio, qui va être un petit peu comme le grand maître d'œuvre de tout ça, l'administrateur qui va leur permettre vraiment d'aller au-delà, d'aller encore plus loin et surprenamment d'engager des animateurs. À l'époque, puis encore aujourd'hui, on était souvent dans le freelance. On engageait, on payait les gens en contrat pour se joindre, pour produire un film. Alors que les studios Ghibli ont une centaine d'employés et dans ces animateurs, on les garde dans le studio, ce qui permet aux gens de comprendre, je dirais, toute la philosophie du studio, où on cherche à aller et on connaît les gens avec qui on travaille. Donc, ça donne vraiment des films qui sont peut-être plus cohérents au point de vue des valeurs et qui vont suivre une lignée, une persévérance là, qu'on va retrouver dans les autres productions du même genre. Alors, le succès du studio continue de se construire à partir de 1988. Donc, vous allez avoir du côté de Miyazaki, Porco Rosso, Kiki la petite sorcière, du côté de Takahata, vous allez avoir Pompoko, Mes voisins les Yamada. Donc vraiment, on va avoir des ambiances qui sont différentes, mais toutefois, on va retrouver quelque chose de semblable dans les couleurs, dans le souci du détail, dans aussi cette façon qui est très encore dessin. On va très peu utiliser l'ordinateur, particulièrement du côté de Miyazaki. Donc d'aller chercher vraiment le travail à la main. Miyazaki va toujours dire que le principal outil d'un animateur, c'est le crayon. Donc on voit que vraiment, on reste dans cet esprit. Donc, on se répond comme ça entre les deux, même si Takahata est beaucoup moins rapide. Ça peut lui prendre 10 ans pour faire un film. Miyazaki le taquine souvent d'ailleurs là-dessus. C'est en 1997 qu'il va y avoir la grande révélation à l'étranger, donc à l'extérieur du Japon. La grande surprise pour nous tous, car on connaissait très peu les studios Ghibli jusque-là, avec Princesse Mononoke, qui va vraiment avoir du succès aux États-Unis, qui va être en nomination pour les Oscars. Donc vraiment, Princesse Mononoke va changer la vision qu'on a de qu'est-ce qu'un film d'animation. Parce que les studios Ghibli, au contraire de ce qu'on retrouve dans le grand studio Disney, qui domine à ce moment-là la scène et qui domine toujours d'ailleurs la scène de l'animation en Occident, n'a pas nécessairement de happy ending, d'une fin heureuse, d'une résolution des conflits, des problèmes complète. C'est-à-dire qu'il y en a une, il va y avoir une parcelle de réponse qui est apportée, il peut y avoir une certaine forme de résilience, de guérison, sauf qu'on n'aura pas jamais tout à fait
rétablit les choses comme avant. On sait que, comme dans la vie, on va avoir changé suite à l'épreuve qui va avoir été exposée dans le film. Il y a des choses qu'on va avoir perdues, il y en a d'autres qu'on va avoir appris. Donc, c'est une vision qui est très, très, très différente de ce qu'on retrouvait jusqu'à maintenant dans les films de Disney et qu'on retrouve encore beaucoup. Donc, c'est pour ça que ça va marquer les esprits en 1997 quand Princesse Mononoke va arriver. Il va être visible sur nos écrans de cinéma pour la première fois, bien souvent. Donc, ça va être vraiment une période charnière pour les studios qui va, à ce moment-là, être suivie avec beaucoup plus d'attention par les fans du monde entier. J'ai beaucoup parlé de Miyazaki et Takahata, mais ce ne sont pas les seuls animateurs, les seuls directeurs qui vont produire des films pendant cette période. Il va y avoir des créateurs aussi qui vont être plus jeunes, qui vont faire partie du studio. Il va y avoir même le propre fils de Miyazaki, Goro Miyazaki, qui va produire par exemple Terre-Mère ou tout récemment Aya et la sorcière. Mais Miyazaki lui-même, le père, va critiquer vivement son fils, particulièrement parce que son fils utilise l'animation par ordinateur. Donc pour lui, ça c'est pas tout à fait la chose à faire. C'est pas comme ça qu'on fait de bons dessins animés. Donc c'est une discussion qui est toujours en cours. Mais Miyazaki, en 1998, avait annoncé qu'il prenait sa retraite, que ça en était terminé. Il ne produisait plus de films. Quand tout à coup, il s'est révisé, puis il a dit non, finalement, je vais en faire un autre. J'ai une dernière idée. Et cette dernière idée fut Le Voyage de Chihiro, donc qui a gagné aux Oscars le meilleur film d'animation en 2001. Donc vraiment, quand c'est son dernier, il ne faut jamais tout à fait le croire. Et tout dernièrement, en fait, il y a 2 ans, Miyazaki a annoncé que finalement, il y avait une autre idée. Donc, et qui allait faire un autre film qui est annoncé pour 2023. Hein. C'est très long. Il dit que maintenant, c'est beaucoup plus long de dessiner parce qu'il continue de le faire principalement à la main. Donc, comme il est plus âgé, il a plus de 80 ans maintenant, ça prend plus de temps pour produire chacun de ses films, mais on devrait voir un autre film des studios Ghibli. C'est Suzuki-san, qui est dans les studios Ghibli, un des fondateurs, le dit souvent. On a fait Ghibli pour produire les films de Miyazaki et de Takahata, bien sûr. Donc, c'est sûr que quand il n'y aura plus ces 2 personnes, donc Takahata est déjà décédé, qu'est-ce qui va arriver avec les studios Ghibli? On n'en a aucune idée. Mais il reste que l'héritage qu'ils ont laissé est particulièrement intéressant. Donc, surtout dans les films de Miyazaki, je crois, même si j'aime beaucoup aussi les autres, il reste qu'il y a quelque chose de très intéressant au niveau de la représentation de la nature. On va avoir beaucoup de panoramas qui vont mettre l'accent sur la beauté des paysages. Hein? Donc, dans Kiki, je pense, la petite sorcière, on va souvent voir les choses de haut hein, parce qu'elle vole. Ariety, on va voir les choses de bas parce qu'on est au niveau du sol, des petites choses. Et on a la beauté partout dans ce que l'être humain va créer, des villes, des petits villages, une certaine forme de solidarité, des champs. Dans Totoro, on va voir les champs de riz, mais aussi dans la nature plus sauvage, comme celle qu'on voit dans Mononoke. Donc vraiment, on va aller dans cette profondeur, cette admiration pour les choses qui nous entourent. Et je trouve aussi que dans les films de Miyazaki, mais aussi dans ceux de Takahata, on va aller voir beaucoup au niveau de la mythologie japonaise. On ne le fait pas de façon précise, il n'y aura pas de référence aux dieux ou aux déesses japonaises ou aux esprits japonais. Mais par exemple, on va aller chercher les petits Mononoke, cette présence de l'esprit dont on ne sait pas tout à fait quel est son usage, mais on sait qu'il est présent et qu'on doit le respecter. Donc ça, c'est beaucoup la philosophie shintoïste, celle qui nous dit qu'on doit respecter ce qui nous entoure parce qu'on ne sait pas tout à fait qu'est-ce qui l'habite, qu'est-ce qui nous menace et qu'est-ce qui nous aide. Parce que dans les mondes qui sont représentés dans les films du studio Ghibli, on n'a jamais tout à fait une définition claire de ce qui est bien, de ce qui est mal. Je pense au château de Hauru où la sorcière, on la voit comme une méchante au début, puis finalement, elle nous fait plus pitié qu'elle est méchante, donc elle devient un petit peu, pas alliée, mais plus proche d'eux. Donc, il y a quelque chose de vraiment très intéressant dans cette façon-là qu'on va explorer les frontières floues du gris, même quand il y a une guerre. Donc ça, c'est une des particularités des studios Ghibli. Une autre chose qui est très, très, très belle aussi, c'est qu'on va représenter souvent des personnages féminins qui sont forts, qui sont aussi forts et qui sont indépendantes, qui ont des aspirations, des buts, qui ne vivent pas en fonction
du héros. Et voilà, j'espère que cette courte capsule vous aura donné le goût de voir ou de revoir les films des studios Ghibli et vous aura permis aussi de patienter pour le prochain qu'on prévoit pour 2023 et qui s'appellera « Et vous, comment vivrez-vous » Je vous laisse et je vous souhaite une belle fin d'année. Matane!